Bonjour à toutes et à tous. Je me permets tout d'abord de me présenter. Je suis Florian Méret et j'effectue actuellement une thèse CIFRE au sein du laboratoire LEMCOS de l'INSA de Lyon en partenariat avec Airbus Hélicoptère. Mon sujet de thèse porte sur la modélisation de la propagation de fissures sous fatigue de contact roulant. À noter que j'effectue ces travaux sous la direction d'Anthony Gravouille et Daniel Mélias. Dans le cadre de ce club CASTEM, je vais vous présenter une nouvelle méthode numérique permettant de simuler la propagation 3D de fissures sous contact roulant. Comme on le sait, la fatigue de contact roulant est un mode typique de rupture de certains composants mécaniques, tels que les roulements que l'on peut retrouver dans les boîtes de transmission principales des hélicoptères. Les phénomènes de fissuration sont notamment l'une des conséquences de la fatigue de contact roulant. En effet, le passage répété des éléments roulants peut engendrer l'apparition de fissures en surface, notamment à proximité de micro-défauts tels que des indents ou encore des défauts de type micro-picking. Par la suite, ces fissures peuvent se propager selon plusieurs scénarios. Soit la fissure principale remonte en surface et va conduire à la formation d'une écaille, ou bien la fissure peut plonger en profondeur et conduire à la rupture totale du roulement. Donc, afin de prédire la durée de vie de ces roulements, il est nécessaire de mener des études numériques de ces phénomènes complexes de propagation 3D. Cependant, la modélisation de ce type de problème est encore un sacré challenge, car elle requiert de prendre en considération plusieurs phénomènes complexes, dont notamment le contact frottant entre les lèvres de la fissure qui intervient lorsque la charge de contact passe sur cette fissure. Dû à cette complexité, la plupart des études réalisées jusqu'à maintenant se cantonnent à des analyses 2D et les quelques modèles 3D existants sont assez limités, également difficiles à mettre en œuvre et aussi très gourmands en termes de temps de calcul. Ainsi, pour pallier à ces difficultés, une nouvelle méthode de simulation est proposée afin de simuler de façon rapide et robuste la propagation 3D de fissures sous contact roulant. Sans entrer dans les détails techniques pour le moment, ce modèle est basé sur le couplage de deux méthodes, à savoir la méthode semi-analytique dédiée à la résolution des problèmes 3D de contact et la méthode XFEM dédiée à la résolution des problèmes de fissuration. Il est important de noter également que ce modèle est développé dans le cadre de l'élasticité linéaire et on s'attache uniquement à simuler la phase de propagation sans la partie initiation. En d'autres mots, on considère que le macro-défaut, c'est-à-dire la fissure, existe déjà au début de la simulation. Ma présentation est divisée en 4 parties. Je vais d'abord vous présenter l'approche de couplage semi-analytique XFEM. Ensuite, je vais exposer certains résultats concernant la validation de ce modèle. L'étude d'un cas concret sera également abordée ensuite et je finirai bien évidemment par conclure et présenter quelques perspectives. Donc, je commence donc par le premier point concernant le couplage des méthodes semi-analytiques et XFEM. Avant de présenter la procédure de couplage, je vais introduire brièvement les deux méthodes que j'utilise dans ces travaux. Tout d'abord, la méthode semi-analytique. La méthode semi-analytique permet de résoudre des problèmes complexes de contact 3D entre deux massifs semi-infinis. Le principe de cette méthode consiste à discrétiser un problème complexe de contact en une somme de problèmes simples pour lesquels on connaît une solution analytique. Par exemple, le déplacement d'une surface élastique soumise à une pression unitaire. Ensuite, par une superposition de chaque solution élémentaire est réalisée et un algo de type gradient conjugué est utilisé pour équilibrer et résoudre le problème de contact. À noter qu'on utilise également des techniques de transformé de Fourier rapide pour accélérer drastiquement les temps de calcul. Ainsi, comparé à une méthode élément fini classique, la méthode semi-analytique est beaucoup plus rapide, avec une réduction des temps de calcul d'au moins un facteur 10. Elle est également plus précise à taille de discrétisation donnée et le pré-traitement est relativement simple. À noter que cette méthode est implémentée dans un code nommé ISAC qui est développé au sein du LAMCOS. Comme vous pouvez le voir, ce code a de nombreuses fonctionnalités.
Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que Isaac permet de résoudre de façon robuste des problèmes 3D de contact, normaux et tangentiels, en glissement total ou en glissement partiel, entre des corps pouvant avoir des comportements non linéaires, tels que des comportements élastoplastiques ou viscoélastiques. À noter également que la prise en considération de matériaux anisotropes ou contenant des hétérogénéités est également possible, et l'ensemble de ces effets peuvent être bien évidemment combinés. La seconde méthode utilisée dans ces travaux, c'est la méthode XFEM. Donc, c'est une méthode qui est reconnue en mécanique pour la résolution de problèmes présentant des discontinuités mobiles telles que des fissures. Quel est son principe? Donc, elle consiste à enrichir l'approximation classique du champ de déplacement élément fini avec des fonctions dites d'enrichissement qui vont permettre de capturer le comportement de la fissure, c'est-à-dire la discontinuité qu'elle génère, ainsi que la singularité en pointe de fissure. Grâce à cette technique d'enrichissement, le maillage de la fissure n'a pas besoin de se conformer au maillage du volume, et donc aucune opération de remaillage ni d'interpolation n'est nécessaire lorsque la fissure se propage, et ça constitue vraiment le grand avantage de cette méthode. Pour pouvoir en prendre en compte le contact et le frottement entre les lèvres de la fissure, une formulation spécifique de la méthode XFEM est employée. Celle-ci repose sur une stratégie à deux échelles qui consiste à diviser le problème de structure fissurée en deux sous-problèmes, à savoir un problème global de structure et un problème local de fissure avec contact et frottement sur l'interface. Chaque problème ayant ses propres variables primales et duales. En appliquant le principe des puissances virtuelles à ce problème, une formulation à trois champs peut être introduite, comme vous voyez ici. Comme vous pouvez le voir, donc, cette formulation permet de lier faiblement les variables des deux sous-problèmes à l'aide de multiplicateurs de Lagrange. Par exemple, ici, le terme en rouge permet d'assurer une condition de continuité des déplacements sur l'interface en couplant donc faiblement les variables primales des deux sous-problèmes, à savoir U et W. Donc ce couplage faible, c'est la principale spécificité de cette formulation, car elle permet d'utiliser des discrétisations incompatibles pour le volume et pour l'interface. Ensuite, donc cette formulation à trois champs est discrétisée à l'aide de la méthode XFEM et le solveur non linéaire latine est utilisé afin de résoudre un ensemble d'équations qui est composé notamment de la formulation à trois champs, mais également des lois de comportement et de frottement sur l'interface. Pour pouvoir utiliser cette méthode, j'utilise le code Castem dans lequel elle a été implémentée par Benoît Trollet dans le cadre de sa thèse. De façon à résoudre donc efficacement les problèmes de fissures sous contact, nous avons développé une procédure de couplage entre ces deux méthodes afin de pouvoir bénéficier de leurs avantages respectifs. Ainsi, la stratégie à deux échelles de couplage semi-analytique XFEM consiste d'abord à effectuer un calcul global de contact avec la méthode semi-analytique, puis à l'aide des résultats de cette analyse globale, le problème local de fissuration est résolu à l'aide de la méthode XFEM. À noter que cette analyse locale est réalisée uniquement dans la zone d'intérêt où se situe la fissure, ce qui permet ainsi de concentrer uniquement les efforts de calcul dans cette zone. Comme vous pouvez le constater, ce couplage consiste uniquement en un transfert de données unilatéral. En d'autres mots, il n'y a pas de procédure itérative entre les deux problèmes et on considère donc que l'influence, que le modèle local n'a pas d'influence sur le problème global. La fiabilité d'un tel couplage repose donc sur un choix judicieux de la taille du modèle local, de façon à ce que la zone d'influence de la fissure, c'est-à-dire la zone de cas dominance, soit entièrement comprise dans ce modèle local. À noter que ce couplage est fortement non intrusif, ce qui permet de coupler aisément Isaac et Castem, qui sont des codes qui reposent sur des formalismes fortement différents. Le point clé de ce couplage, c'est le transfert de données. En effet, cette étape consiste à définir les conditions limites pour l'analyse locale XFEM en s'appuyant sur les résultats de l'analyse globale semi-analytique. Deux quantités issues de l'analyse globale peuvent être transférées, à savoir le champ de déplacement ou le champ de contrainte.
Dans notre cas, du fait des changements de rigidité de la structure dans la zone d'intérêt, il a été choisi de n'imposer que le champ de contrainte sur la frontière du modèle local. Alors pour ce faire, la procédure suivante a été développée. Donc d'abord, le champ de contrainte issu de l'analyse globale est interpolé sur la frontière surfacique du modèle local. Ensuite, en s'appuyant sur ce champ interpolé, les vecteurs contraintes sont calculés et ensuite, ceux-ci sont intégrés afin de définir un vecteur des forces nodales qui sera appliqué sur la frontière surfacique de notre modèle local. Comme on applique uniquement des conditions de Neumann sur la frontière du modèle local, des problèmes liés à des mouvements de corps rigides ont été observés et ces problèmes peuvent entraîner des difficultés de convergence du solveur latine. À noter que ces problèmes sont dus au fait que le vecteur des forces nodales, calculé précédemment avec la procédure, présente un déséquilibre résiduel. Ainsi, pour se substituer à ces problèmes, on applique à ce vecteur déséquilibré un opérateur P qui va nous permettre de déterminer un nouveau vecteur des forces nodales, noté FP, qui sera lui équilibré et qui sera utilisé en entrée du calcul local XM. À noter que cet opérateur P force la condition d'orthogonalité entre FP et l'espace des mouvements de corps rigides qui est ici noté R. À noter également qu'il est possible de prendre en considération un champ de contrainte résiduelle initiale en l'ajoutant simplement au champ des contraintes issues de l'analyse globale. Donc ça permet notamment de tenir compte des éventuels traitements thermiques type sémentation ou nitruration auxquels sont soumises les pistes de roulement. Le couplage proposé peut ensuite être utilisé dans un algorithme dédié à la simulation de la propagation de fissures sous fatigue de contact roulant. Avant de décrire cet algorithme, il est important de rappeler que la propagation des fissures de fatigue est généralement réalisée de manière incrémentale à l'échelle du cycle. Alors comment cela est réalisé? D'abord, on discrétise le cycle de chargement courant, noté par exemple NI, en plusieurs pas de chargement qui décrivent le passage de la charge sur la fissure. Ensuite, pour chaque pas de chargement, on vient résoudre le problème de fissure sous contact avec la méthode semi-analytique XFEM et les facteurs d'intensité des contraintes sont également calculés à l'aide de l'intégrale d'interaction dont vous avez notamment l'expression ci-contre. À noter la présence dans cette intégrale d'interaction 3D, l'ajout d'un terme qui permet de prendre en compte l'effet du frottement interfacial sur la valeur des facteurs d'intensité des contraintes. Ensuite, à la fin donc, du cycle de chargement, et en s'appuyant sur l'historique des facteurs d'intensité des contraintes, on utilise des critères et des lois de propagation qui vont nous permettre de déterminer la direction ainsi que la vitesse de propagation de la fissure. En supposant ensuite que cette vitesse est constante sur un saut de cycle noté par exemple delta NI, on définit l'avancée de la fissure sur ce saut de cycle et la géométrie de la fissure est mise à jour pour le prochain cycle de chargement simulé à NI plus delta NI. Et cette procédure est répétée et l'algorithme est stoppé lorsque le problème de fissure n'est plus influencé par le problème de contact. Je vais présenter maintenant certains éléments concernant la validation de ce modèle. Donc, afin de pouvoir le valider, nous avons procédé à des comparaisons en s'appuyant sur des résultats issus de la littérature, notamment ceux de Kaneta. Comme vous pouvez le voir sur les images de cette slide, on considère pour cette comparaison qu'un contact sphérique, c'est-à-dire un contact sphère-plan, passe sur une fissure inclinée à 45 degrés par rapport à la surface. À noter que son rayon, qui est noté C, est égal au rayon du contact, noté quant à lui A. Deux coefficients de frottement entre la sphère et le plan sont étudiés, à savoir pour le premier cas, F est égal à moins 0,1, la fissure est donc située sur la surface menée, et pour le second cas, F est égal à 0,1, la fissure, dans ce cas-là, est donc située sur la surface menante.
Il est important de souligner le fait que le contact, ici, entre les lèvres de la fissure n'est pas considéré de façon à se conformer au résultat de Canetta. Les graphiques ci-contre représentent l'évolution des facteurs d'intensité des contraintes au point P1 lorsque la charge passe sur la fissure. Vous avez notamment les K1 à gauche et les K2 à droite. Les courbes entrée fin correspondent au résultat de Canetta, tandis que les courbes entrée P représentent les résultats obtenus avec la méthode semi-analytique XFEM. À noter que les résultats de référence de Canetta ont été obtenus avec la méthode Body Force, dont le formalisme est relativement différent de celui de l'intégrale d'interaction qui est utilisé dans ce travail. D'autre part, les courbes en noir et en bleu correspondent respectivement aux coefficients de frottement de -0,1 et 0,1. Première observation, on peut voir la présence de K1 négatif sur ce graphe qui est situé à gauche. Ce qui signifie qu'une interpénétration entre les lèvres de la fissure intervient du fait de la non-prise en considération de ce contact entre ces lèvres. Comme vous pouvez le voir, les tendances obtenues, que ce soit pour les K1 ou les K2, les tendances obtenues avec le couplage développé donc, sont relativement proches des résultats de la référence, que ce soit pour le coefficient de frottement de -0,1 ou 0,1. Par ailleurs, les erreurs en termes d'amplitude des facteurs d'intensité des contraintes entre les deux modèles sont relativement faibles, allant de -7,3% à 0,3%. À noter que les différences sont légèrement plus marquées pour les K1 que pour les K2. Malgré cela, nous pouvons conclure que les comparaisons sont relativement correctes, en particulier pour ce type de simulation, et en gardant également à l'esprit que les formalismes qui permettent de calculer ces grandeurs sont relativement différents. Donc tout cela a permis donc de valider le modèle de couplage semi-analytique XFEM. Comme expliqué précédemment, les résultats de référence de Canetta ne tiennent pas compte du contact interfacial entre les lèvres de la fissure, ce qui conduit en fait à des situations non physiques dans la mesure où on observe des situations d'interpénétration entre ces lèvres. Afin d'évaluer donc l'influence de ce contact interfacial, une nouvelle comparaison a été menée entre les résultats de Canetta et les résultats issus de la méthode semi-analytique XFEM, sauf que cette fois-ci, dans les modèles semi-analytiques XFEM, on prend en compte ce contact. On peut remarquer déjà qu'il n'y a plus de K1 négatif, ce qui signifie donc qu'il n'y a plus interpénétration et que le contact est correctement considéré. Concernant les K2, on constate une forte diminution de leur amplitude d'un facteur d'environ 2 par rapport au résultat de Canetta, ce qui traduit en fait le fait que le glissement relatif entre les lèvres de la fissure est considérablement réduit. Ainsi, du fait de son influence significative, l'ajout de cette physique supplémentaire est donc, comme vous pouvez le voir, une brique nécessaire pour simuler convenablement la propagation de fissures sous contact rouge. Passons maintenant à la partie relative à l'exemple d'application. Cette partie va être l'occasion pour moi de mettre en avant les capacités du modèle développé pour traiter efficacement les problèmes de fissuration sous contact. Pour cela, on s'appuie sur un cas d'étude proche des conditions de service d'un roulement à billes standard. Ce cas est similaire à celui employé dans la partie validation, à la différence que la fissure, cette fois-ci, est inclinée à 15 degrés, excusez-moi, par rapport à la surface. À noter, par ailleurs, que le contact entre les lèvres de la fissure est bien pris en considération ici, et le frottement est pris comme étant. Comme ce contact est considéré, les champs mécaniques du problème de contact sont perturbés uniquement dans une zone de taille relativement faible et localisée autour de la fissure. C'est pourquoi on utilise dans ce cas-là un modèle local plus petit que celui employé dans la partie validation, car je vous rappelle, dans la partie validation, les champs mécaniques étaient fortement perturbés dans la mesure où les contacts entre les lèvres de la fissure n'étaient pas pris en considération. Certains résultats concernant le premier cycle de chargement sont exposés sur ces slides. Donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, la méthode semi-analytique XFEM permet de décrire précisément les champs mécaniques, notamment les contraintes de Van Mises, ainsi que les efforts, les champs d'efforts surfaciques.
À droite, vous pouvez également observer l'évolution des facteurs d'intensité des contraintes le long du front de fissure et pour les différents pas de chargement du cycle. Donc, ceux-ci sont relativement bien décrits et leur sens physique est conforme aux attentes, c'est-à-dire pas de cas négatifs dû à la prise en considération du contact et du frottement, comportement symétrique des K2 et comportement antisymétrique des K3. Par ailleurs, il est important de souligner le fait que cette simulation a été réalisée sur mon ordinateur portable en seulement 40 minutes. Ainsi, de par ces différentes observations et constatations, nous pouvons très justement affirmer que la méthode développée permet de modéliser ce type de problème de façon rapide, robuste et également précise. Laissez-moi maintenant vous présenter des résultats relatifs à la propagation de cette fissure, avec notamment une vidéo montrant la croissance de cette fissure sur plusieurs sauts de cycle. Nous utilisons pour cette simulation une loi et un critère de propagation qui privilégie une propagation en mode 2 de cisaillement. C'est pour ça que vous pouvez observer une propagation purement coplanaire de la fissure. Vous pouvez également remarquer l'adaptation automatisée de la taille du modèle local lorsque la fissure se propage. À noter que la surface fissurée a été multipliée par un facteur 8 lors de cette simulation, ce qui permet de mettre en avant la robustesse de la méthode vis-à-vis de la propagation des fissures. Par ailleurs, il a fallu seulement que quelques heures pour simuler cette propagation avec la méthode semi-analytique XFEM, alors qu'avec une méthode standard type élément fini, les temps de calcul pour ce type de simul se comptabiliseraient plutôt en jeu. Cela prouve une nouvelle fois le vrai potentiel de la méthode pour simuler la propagation de fissures sous contact. Donc pour résumer, une nouvelle méthode basée sur un couplage des méthodes semi-analytiques et XFEM a été proposée. Cette approche, comme vous avez pu voir, permet de modéliser de façon rapide, robuste et précise la propagation 3D de fissures sous contact. Ce modèle a été validé à l'aide de résultats de la littérature et un exemple d'application vous a été exposé. Donc celui-ci vous a permis de mettre en avant vraiment le potentiel de la méthode pour comprendre les phénomènes complexes 3D de propagation sous fatigue de contact roulant et donc d'améliorer la fiabilité des roulements. À noter que cette approche de couplage peut être également appliquée à d'autres problématiques telles que la propagation de fissures sous conditions de fretting ou la prise en considération d'hétérogénéité au sein de massifs en contact. Je vous remercie pour votre attention et je reste bien évidemment à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci. Merci pour ta présentation. Nous avons le temps pour quelques questions. Je ne vois personne qui a la main levée. Il y a Clément qui pose la question si la fissure est imposée à rester dans le plan. Il me semble que tu as dit oui, mais slide 26. 26, donc là, slide 26. C'est bien ce que... Ouais, donc j'ai précisé ici qu'on utilisait un critère et une loi qui va prédire une propagation en mode 2 de la fissure, donc c'est-à-dire en mode de cisaillement. Donc là, celle-ci n'a pas été imposée comme étant ça n'a pas été imposé explicitement, c'est bien le critère qui l'a calculé, mais il faut souligner le fait que le critère va quand même tout de même privilégier ce type de propagation, c'est-à-dire une propagation en mode 2. D'accord, la fissure est libre de, voilà, tout à fait. De tourner, tu as un θ, quoi. Voilà, exactement. Et ça tombe, et ça se met dans un plan tout de suite. Et tu avais le bon angle dès le départ, on a envie de dire. Oui, c'est ça, ouais. 15 degrés, c'était... 15 degrés, c'est exact. C'est aussi, ce qu'on peut observer expérimentalement. Généralement, les fissures sur ce type de problématique s'initient à 15 degrés en surface et après, bon, en fonction des conditions, en fonction des conditions d'utilisation du roulement, elles peuvent soit donc remonter en surface ou plonger en profondeur. C'est ce qu'on cherche vraiment à comprendre dans ces travaux. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Je vois personne qui en pose. Ah, il y a Georges qui a pris la parole. En fait, Georges Nas, l'IRSN. Ma question, c'est un peu pratico-pratique. J'ai vu effectivement un travail très intéressant qui est vraiment, on appelle ça la frontière de la recherche et de l'application.
Par contre, j'ai pas vu comment ça se décline du point de vue pratico-pratique, le couplage ou l'enchaînement entre les deux logiciels Isaac et Castem, et comment vous faites dans ce cas-là un peu tout ce travail-là, on va dire, de point de vue commande, hein, pas uniquement de point de vue, on va dire, commande syntaxique pour quelqu'un qui dit, tiens, demain j'ai un logiciel qui permet de faire certaines choses, qui appartient peut-être au monde de l'aéronautique. Comment je peux le faire corréler avec Castem pour profiter de qu'on s'appelle la synergie entre les deux plateformes. Et c'est ça que j'aurais aimé avoir un peu plus, de point de vue, comment ça s'appelle, syntaxis. Hein. Donc, bonjour. Donc, pour répondre à votre question, comment est géré en pratique le couplage entre Isaac et Castem? Donc, en pratique, donc là, on fait, oui, c'est ça, oui. On fait communiquer. Comment vous faites avec la commande externe? Comment vous faites exactement? Comment vous passez les variables et... Donc, comment je fais? En pratique, donc j'ai mes deux codes et ces deux codes-là sont appelés donc successivement au sein d'un script bash, un script externe qui va faire donc appeler qui va appeler Isaac quand il le faut, il va appeler Castem quand il le faut. Et ensuite, les grandeurs de communication entre les deux codes sont notamment présentes dans des fichiers texte, dans des fichiers texte basiques situés dans les mêmes dossiers, dans le dossier d'études. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Non, en fait, mon idée, c'était de voir si vous avez quelques commandes à nous montrer, quelques syntaxes un peu pratico-pratiques. Ça, c'est... Vous savez, l'utilisateur, parfois, il a envie de savoir comment il va décliner ça. Qu'est-ce que je tape? Est-ce que je pense que peut-être ce sera possible un exemple, de mettre par exemple, sur voyez, le c'est un site. truc comme ça, vous pouvez nous envoyer un exemple. Avec les présentations, peut-être ce sera possible de mettre des jeux donnés pour les gens qui le souhaitent. Tout à fait, tout à fait. Pour partager un peu tout cela. En pratique, ce que je lance, moi, c'est juste un script, et le script que j'ai écrit va faire appel aux deux codes suivant la procédure de couplage qui a été développée. Donc, c'est vraiment un script, on le lance, un script bash classique sur Linux, et on le lance, et après, c'est... Moi, j'ai une autre question sur ton enchaînement. Là, c'est peut-être à la slide 16, un petit peu plus loin. Ouais. Juste pour voir si j'ai bien compris. J'avais l'impression au début que ton problème de contact, elle ne le résoudre qu'une seule fois, mais là, tu le fais apparaître dans le cycle. En fait, pourquoi tu boucles dessus? Est-ce que l'avancée de la fissure, elle est prise en compte dans le problème de contact? Donc, en fait, là, la boucle, celle-ci, donc c'est la boucle sur les pas de chargement. Donc, pour chaque pas de chargement, donc je simule avec Isaac D'accord, mais pourquoi ce problème-là, il est résolu pour chaque cycle? Comme la charge se déplace, comme la charge se déplace, les conditions limites sur le modèle local vont changer au fur et à mesure. Et donc forcément, ça amène à plusieurs résolutions avec Isaac pour chaque pas de temps. Effectivement, on pourrait... Par contre, le problème de contact, il ne voit pas la fissure, on est d'accord, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Il n'y a pas de procédure itérative entre les deux. Ça, c'est la procédure itérative, c'est en cours de développement pour voir si ça a une influence. Mais normalement, comme la fissure, généralement, elle reste fermée et la majeure partie du cycle. Voilà, tout à fait. Elle n'a pas d'influence significative sur la pression de contact. Donc ça n'a pas d'intérêt. En tout cas, ça n'a pas d'intérêt industriel de le prendre en compte pour le moment, mais bon, pour la beauté de la science, on va dire, ça sera bien de le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une dernière question? Sur le post-traitement, pour répondre à la question de Clément, ils sont faits sur Paraview. Et dans Castem, oui, voilà, on utilise les sorties VTK, quoi. Voilà, et sinon, j'utilise les opérateurs lire et sort pour faire communiquer les deux codes, pour lire les différents fichiers.